Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre confiance d'être parmi nous une nouvelle fois pour ce 12e webinaire consacré à la reconquête des sols et aux questions de biodiversité dans ce cadre. Je suis particulièrement heureuse ce matin d'accueillir avec ma consoeur Raphaël Janel qui suit ces dossiers au cabinet et qui va animer le débat. Je commencerai par Madame Barbara, si elle l'accepte, directrice adjointe du GIP Biodif. Mon ami Philippe Vesseron, que je suis particulièrement honorée de recevoir, qui a une très longue carrière dans la très haute administration sur ces sujets et qui a été, qui toujours, je crois, ou qui a été récemment président du BRGM, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand j'étais au ministère de l'Environnement. Et enfin, monsieur Philippe Armet, qui est cofondateur du Conseil international biodiversité et immobilier et responsable développement durable d'une entreprise que j'aime beaucoup personnellement, qui est les Jardins de Gailly. Voilà, donc je ne doute pas que vous allez avoir une matinée, nous allons avoir une matinée particulièrement passionnante. Je vais me mettre en retrait pendant tout ce débat que je vais suivre avec grand intérêt et vous retrouverez pour la clôture. Madame Janel, vous avez la parole. Merci Madame Lepage. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce 3e webinaire de la série Droit et biodiversité, quels outils pour faire face à la crise de la nature? Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On sait que l'étalement urbain et l'artificialisation des sols sont une des causes de l'érosion de la biodiversité. C'est un facteur en effet de destruction des espaces naturels, agricoles et forestiers et ça entraîne la destruction des écosystèmes qui leur sont attachés. En plus de ça, ils érodent le potentiel de production agricole et affectent la lutte contre le changement climatique, notamment en ce qui limite le stockage carbone dans les sols, mais aussi en ce qui réduit la capacité de résilience face aux conséquences du changement climatique. Par exemple, l'imperméabilisation entraînée par l'artificialisation des sols limite l'infiltration des eaux dans les sols et accentue le ruissellement et aggrave du coup le phénomène d'inondation. Voilà pour la présentation des enjeux. Aujourd'hui, on va évoquer 3 pistes pour reconquérir les sols et tenter de freiner le déclin de la biodiversité. Le premier, ça sera la reconversion des friches industrielles et des sites délaissés. On parlera également de limiter les emprises sur les terres non artificialisées et puis de la réintroduction de la biodiversité. Nous partirons d'exemples éclairants sur les enjeux de la reconversion des friches industrielles qui seront présentés par M. Vesseron. Et ensuite, Mme Barbara, M. Darmet et moi, nous vous présenterons des outils de reconquête des sols et de renaturation. M. Vesseron, je vous laisse la parole. On ne vous entend pas, il faut que vous réactiviez le micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, donc l'idée essentielle que je voudrais vous infliger est que beaucoup des concepts que nous utilisons proviennent d'une longue expérience qui commence beaucoup aux États-Unis au début des années 70. Aux États-Unis, au début des années 70, le président Nixon va créer l'EPA, va lancer des concepts études d'impact avec un débat qui se poursuit aujourd'hui sur comment fait-on regarder les variantes, que dire des mesures réduire et compenser les impacts. Et au début, on parle peu des risques liés à la fin d'activité d'un site industriel. Assez vite, va apparaître, cette problématique va s'imposer, notamment dans un dossier qui est resté célèbre, Love Canal. Love Canal est un bourg près des chutes du Niagara, où un entrepreneur très actif, vers 1890,
entreprend de faire un quartier nouveau, avec de l'hydroélectricité, avec de l'urbanisme moderne, bref, quelque chose de très sympathique. Il se trouve simplement que vers 1910, peu de temps après, l'hydroélectricité qui devait assurer l'équilibre économique de son affaire n'est plus rentable. Et donc, dépôt de bilan, les travaux qui étaient réalisés à ce moment-là, c'est commencer à creuser un canal qui se retrouve donc orphelin. En revanche, l'urbanisation, les quartiers nouveaux se sont bien développés. Et les travaux, le canal creusé est transformé en décharge de résidus ménagers et des activités industrielles qui existent sur le site. Les quartiers se développent bien, et donc on va commencer à avoir besoin d'écoles. Progressivement, une industrie très, très sympathique va se développer à proximité, une chimie moderne, qui elle aussi va chercher à évacuer ses déchets. Et donc, jusqu'en 1953, l'ancien canal ou le futur canal devient une décharge de produits chimiques. À ce moment, géré assez correctement. Le besoin d'école continue de se renforcer et les collectivités ou l'organisme spécialisé des collectivités entreprend d'exproprier la décharge en cause. Est-ce que le chimiste résiste assez? Toujours est-il que les collectivités acquièrent l'ancien site pour $1, continuent le développement à côté et construisent l'école, qui était leur projet depuis des années. L'entreprise chimique est rachetée par un autre pétrolier, un pétrolier de taille plus importante, Occidental, et il faut attendre 1960, vers 1970, apparaît une alerte sanitaire qui va être peu entendue au départ, s'aggraver, crise qui devient relativement politique. Le président des États-Unis déclare une urgence nationale. Bof, pas beaucoup de succès. Il faut attendre l'élection du président Reagan qui commence par nommer une nouvelle administratrice générale de l'EPA. Il doit le remercier parce que l'EPA est accusé d'avoir mal géré les fonds destinés à ce type d'opération. Donc, on remercie l'administratrice de l'EPA et on fait revenir celui qui avait été le premier patron de l'agence. Bref, le sujet fait polémique jusqu'en 1998, où, après avoir nié la situation, on rachète un grand nombre des habitations, on indemnise 900 foyers qui ont été évacués. Bref, tout ceci est extrêmement dommageable pour l'image de l'EPA, pour le début de la politique de reconversion des sites industriels. Les leçons que je retiens de ce trop long résumé, c'est que, au fond, avoir vendu un terrain en pensant que l'acheteur pourrait garantir qu'il ne ferait jamais d'école, alors que son intention était de faire une école, ne pas
être en mesure d'étudier les changements, les conséquences des changements, fait que sur pratiquement un siècle, on fabrique une situation qui a un impact sanitaire, un impact politique, un impact économique considérable. Donc, pour moi, le type de garantie qui était cherché au départ par les uns et les autres, un contrat assurant que tout se passerait bien, était assez illusoire, il aurait été indispensable d'avoir une évaluation de la manière dont les choses pourraient durer, beaucoup plus robuste. Bon, voilà ce que je voulais résumer sur Love Canal. Je voulais parler, mais comme j'étais trop long, je vais n'en dire qu'un mot, des carrières souterraines dans la région parisienne. Pendant très longtemps, Paris a été construit en exploitant les roches du sous-sol. Louis XVI doit gérer un effondrement, créer l'inspection générale des carrières, qui existe encore, pour assurer que l'exploitation du sous-sol de Paris ne serait pas contradictoire avec l'urbanisation qui allait continuer. Le résultat est que les carrières ne sont plus exploitées à l'intérieur de Paris, mais en banlieue, que tout va bien, jusqu'à ce que, dans ma commune natale, Clamart, en 1961, on s'aperçoive que les réfugiés du génocide arménien ont été, on les a laissés construire sur des terrains dont tout le monde savait qu'ils étaient truffés d'anciennes carrières. Et le 1er juin 61, 21 personnes meurent dans un effondrement, alors qu'on est dans la banlieue parisienne, au pied d'un hôpital militaire renommé, et que personne n'avait compris que cette séquence ne serait pas gérée dans la durée, les conséquences de ce qui était en fait inéluctable. Bref, nous doter d'instruments pour gérer des servitudes très durables ou évaluer correctement chaque changement d'usage, c'est un défi qui, à mon avis, reste à traiter. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Vesseron. Alors, ça va me permettre, donc, ces exemples éclairants, de basculer sur un des premiers outils de reconquête des sols, qui est la réutilisation des friches industrielles. Donc, on voit bien qu'il y a des gros enjeux en termes de sécurité et de sécurité sanitaire, mais aussi de sécurité publique. Cela étant, il y a quand même beaucoup de foncier disponible. Alors, je vais d'abord évoquer un premier frein qui est à la réutilisation de ce foncier, qui est le surcoût important pour reconvertir un ancien site industriel par rapport à un site vierge. C'est ceux qui sont liés aux études et aux travaux de dépollution notamment, qui vont permettre de s'assurer, pour éviter le cas Love Canal, que le site est bien compatible avec l'usage qui va lui être donné. Donc ça, c'est vraiment un élément fort à prendre en compte, parce que du coup, le prix de revient de l'aménagement et de la construction est systématiquement supérieur au marché. Donc, c'est le premier frein à la reconversion des friches industrielles. Ensuite de ça, je parlais d'un potentiel important de foncier disponible. Juste pour vous donner une idée, en 2012, l'ADEME avait estimé à 260 000 sites pollués, à 260 000 le nombre de sites pollués en France. Donc, ça fait quand même un potentiel important. Mais tous ces sites-là ne sont malheureusement pas disponibles, et c'est le second frein dont je vais parler aujourd'hui. C'est-à-dire que les industriels qui ont exploité une activité polluante préfèrent parfois geler le site plutôt que de le valoriser. Et la raison pour cela, c'est qu'ils ont peur de voir leurs responsabilités engagées, comme dans le cas de Love Canal, parce qu'ils sont responsables en France des pollutions qui sont liées à leur activité, et ça pendant 30 ans, à compter de la déclaration de cessation d'activité. Et ils ne peuvent pas transférer cette responsabilité par contrat lors de la vente du site. Ça a été fait, ça se fait parfois. On peut transférer une responsabilité matérielle et financière, dire que la personne qui achète le site la prend en charge, mais en réalité, la personne responsable en cas
de dommages, ça va être toujours ce dernier exploitant et c'est lui qui viendra chercher l'administration. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de friches industrielles. C'est une des causes des friches industrielles. Donc, pour favoriser la réutilisation de ces friches, le législateur a décidé de créer en 2014 un mécanisme qui permet de dépasser la frilosité des industriels en transférant la responsabilité de la remise en état du site à un tiers. Ça s'appelle la procédure de tiers demandeur. Le tiers va substituer à l'exploitant dans la responsabilité auprès de l'administration et c'est lui qui va réaliser la remise en état. Donc, ça a permis, par exemple, la reconversion du site Petroplus dans l'Est. Et donc, l'arrêté qui permet la substitution a été signé en 2016. Et aujourd'hui, il y a un quart des lots qui sont commercialisés. Et c'est dans le cadre de l'écoparc Rénan, ça s'appelle maintenant cette zone. Donc, c'est un outil essentiel de reconquête des sols, à mon avis, hein, cette procédure de tiers demandeur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc depuis 2015, en fait, quand c'est entré en vigueur, il y a peu d'arrêtés qui ont mis en place cette procédure de tiers substitué. Alors peut-être que c'est parce que, in fine, le dernier exploitant demeure responsable si le tiers demandeur est défaillant, ou peut-être tout simplement que c'est un outil que les acteurs ont besoin de s'approprier et d'être en confiance, compte tenu des forts enjeux financiers et en termes de responsabilité. Donc voilà, ça c'était pour l'outil reconquête des sols, réutilisation des friches industrielles. Et maintenant, je vais vous parler, moi, de limiter les emprises sur les terres non artificialisées aujourd'hui. J'aborderai 3 points. C'est l'objectif de zéro artificialisation nette des sols pour 2030. Donc ça, c'est mon premier. Ensuite, la séquence éviter, réduire, compenser. Et enfin, l'interdiction de destruction des espèces protégées. Sur le premier point, l'objectif zéro artificialisation nette des sols, ça s'inscrit donc dans le plan biodiversité lancé en 2018. Et ça se traduit pour l'instant concrètement par une instruction donnée par le gouvernement au préfet en juillet 2019 de contrôler le développement urbain et qui vise d'abord à infléchir la consommation des sols, puis à la stopper par un usage sobre de l'espace et par des actions de type compensatoire. Donc concrètement, les services décentralisés de l'État vont contrôler les actions des collectivités locales, leurs actions de développement. Par contre, cette instruction, c'est un instrument juridique non contraignant, donc c'est évidemment possible de poursuivre des projets d'artificialisation du sol, quand même. Je vais aborder très brièvement la séquence éviter, réduire, compenser, qui est un instrument juridiquement plus contraignant que cet objectif, en fait, qui est surtout politique. Donc, cette séquence éviter, réduire, compenser est dans notre arsenal juridique depuis 1976. Elle découle du principe d'action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l'environnement. Et en pratique, il s'agit de penser les projets qui portent atteinte à l'environnement en amont et de les passer au prisme de la séquence éviter, réduire, compenser. Et donc, il s'agit par priorité d'éviter les atteintes à l'environnement, de les réduire au maximum et si jamais il demeure des atteintes résiduelles, d'adopter des mesures compensatoires qui, elles, doivent viser un gain de biodiversité. Je ne m'étendrai pas sur ce dispositif qu'on a déjà traité la semaine dernière et surtout que Madame Barbara va développer dans ce volet compensatoire. Je préciserai juste que c'est un dispositif qui est demeuré assez peu exploité parce qu'il n'y avait pas de ligne claire, mais que ça a été renforcé en 2016 par la loi Reconquête de la biodiversité. Et je vais passer maintenant au principe d'interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat, qui, à mon sens, est un outil assez fort pour limiter l'artificialisation future des sols. Je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est une interdiction stricte, en fait, qu'on peut faire respecter, notamment par le juge, de détruire ou de porter atteinte, de perturber intentionnellement des espèces protégées et leurs habitats. Alors, ça ne protège que les espèces protégées, donc c'est des espèces qui sont listées par arrêté ministériel. On a par exemple la loutre d'Europe ou toutes les espèces de chauves-souris. Mais on ne protège pas dans ce cadre-là la biodiversité ordinaire. Donc c'est un outil qui suppose qu'un projet qui porte à l'atteinte à la biodiversité protégée ne peut être autorisé que si 3 conditions strictes sont réunies. La première, ça va être il faut qu'elle soit justifiée par une raison impérative d'intérêt public majeur. La seconde, il ne faut pas qu'il y ait de solution alternative satisfaisante à un projet. Et enfin, la dérogation
ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de l'espèce protégée, concernée. Et là, je vais vous donner 3 exemples en fait, qui vont vous montrer un peu comment c'est appliqué et qui vont montrer que ça peut effectivement empêcher certains projets. Alors, le premier, c'est le Conseil d'État qui a annulé un projet qui s'appelait Val Tolosa. C'était la création d'un centre commercial parce qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. En effet, on avait constaté qu'il y avait déjà plusieurs centres commerciaux qui desservaient l'agglomération toulousaine. Un autre cas de projet annulé par le juge parce que la dérogation avait été illégalement délivrée, c'était un cas de contournement routier d'un petit village en Dordogne qui s'appelle Bénac et qui impliquait la construction de 2 ponts sur la Dordogne, qui est une zone Natura 2000, la destruction de plusieurs dizaines d'espèces protégées. Et la motivation qui en avait été donnée, c'était désengorger la circulation dans le village l'été. On voit bien que c'est assez anecdotique, en fait, cette raison, et donc le juge a effectivement considéré que ce n'était pas une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc voilà 2 exemples où ce principe a permis de bloquer des projets. Maintenant, je vais vous donner un dernier exemple, et ça sera pour conclure. C'était un projet de réouverture de carrière qui a été jugé comme répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur en ce qu'il permettait la création d'emplois, 80 emplois dans une région, dans un département au taux de chômage élevé. Ça, c'est une décision du 3 juin dernier. Donc, ça vient nous montrer que la préservation de la biodiversité doit et devra probablement toujours composer avec les impératifs sociaux et économiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur les différents outils de reconquête des sols. Je vais passer maintenant la parole à Madame Barbara. Merci. Bonjour à tous. Donc déjà, je tiens à remercier le cabinet Huglot-Lepage et puis en particulier Maître Janel de m'avoir convié à participer à ce webinaire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai Biodif. Donc le groupement d'intérêt public Biodif a été mis en place en 2018 à l'initiative du département des Hauts-de-Seine autour du développement dès 2014 par le département des Yvelines, qui a débouché à la volonté de créer un opérateur dédié à l'accompagnement des aménageurs publics et privés pour l'application de la séquence éviter, réduire et compenser. Biodif est le premier opérateur ERC en France, créé par et pour des acteurs d'un territoire. Il regroupe en son sein à la fois des organismes publics comme privés, qui sont à la fois aménageurs comme aussi acteurs de la préservation de la nature. Alors, je ne sais pas si du coup ma présentation va pouvoir s'afficher. J'avais quelques petits visuels pour illustrer mes propos. Donc, sur cette logique d'approche de la séquence éviter, réduire, compenser, avant de parler du coup de reconquête, il est utile de parler préservation. Au même titre qu'il faut qu'on préserve depuis quelques années, du coup, voilà, qu'il y a différents dispositifs législatifs qui sont venus renforcer les enjeux de préservation écologique, tels que les trames vertes et bleues. Un enjeu majeur à préserver la trame brune et en particulier les sols qui sont non remaniés, car le sol, sa pédogenèse, sa microbiologie et conditionner en partie la nature des habitats qui vont pouvoir s'y développer. Si on constate qu'au cours des dernières années, on a eu un effort d'études et de caractérisation de la biodiversité dans le cadre de la mise en place des outils de planification territoriale, on constate une quasi-inexistence de la prise en compte de la nature des sols d'un point de vue pédologique comme agronomique lors de la définition de ces outils de planification. Notre rôle aujourd'hui en tant qu'opérateur ERC, c'est également d'accompagner les acteurs de la planification territoriale afin de mieux anticiper les impacts de la biodiversité sur les futures zones d'aménagement, mais également d'identifier les zones à plus fort intérêt de restauration écologique. Et ça passe entre autres par cette question sur la nature des sols. Alors,
aujourd'hui, quand on parle de reconquête des sols et de reconquête de la biodiversité, on évoque régulièrement ces questions de reconquête des friches. Derrière les friches, en fait, il y a plusieurs typologies et donc c'est pour ça que là, j'ai pris quelques photos en référence. Souvent dans l'idée un peu commune, on peut du coup voir derrière une friche pas forcément une zone de qualité. Non, vous pouvez laisser la première slide déjà. Mais il faut bien avoir en tête que on part pas systématiquement de rien en fait sur une friche. Donc là, vous voyez du coup cette photo d'un ancien site industriel. Une étude qui a été lancée par le MNHN et puis le CNRS en 2010 a notamment mis en évidence que la diversité spécifique des friches urbaines était plus importante que celle des parcs urbains. Et donc là, sur ce premier visuel que vous voyez du coup d'une friche en plein secteur urbain, on voit que la nature s'est développée. On est sur une dynamique aujourd'hui, un milieu naturel va évoluer vers un climax qui tend vers la forêt. Donc, on a tout d'abord une zone assez ouverte avec un système plutôt prairial qui va s'implanter. Et puis, petit à petit, on va avoir ce système d'enfrichement et donc d'espaces beaucoup plus buissonnants, plus denses et de fermeture du milieu qui va s'accompagner plus tard vers le développement d'un espace à vocation plutôt de boisement. Donc aujourd'hui, ces espaces-là peuvent avoir un intérêt en termes de reconquête de la biodiversité, en sens où on va pouvoir amener des actions de gestion écologique qui vont permettre de favoriser et développer les espèces. Néanmoins, ces secteurs, lorsqu'ils font l'objet d'un projet, que ce soit d'un projet d'aménagement ou d'un projet de restauration écologique, que par exemple ces espaces-là qui soumis potentiellement à des mesures compensatoires si du coup elles viennent urbaniser ces secteurs. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a effectivement des types de friches naturelles et puis on va avoir aussi des espaces très minéralisés. Visiblement, le visuel suivant n'est pas passé. On va avoir des espaces de délaissés, donc soit post-industriels, soit agricoles, qui ont pu faire par le passé l'objet de pollution. Donc là, vous avez par exemple un visuel dans les Yvelines qui est assez connu actuellement de la mer de déchets sur la boucle de Chanteloup, où en fait, jusque dans les années 90, c'était des anciennes terres agricoles qui ont fait l'objet pendant de nombreuses années de d'épandage d'eau de stations d'épuration et du coup, lié à ces pollutions, l'arrêt de l'agriculture a dû avoir lieu. S'en est suivi du coup une non-occupation réelle en fait de ces sites qui a d'un côté permis à la biodiversité de reprendre ses droits et de l'autre côté des activités de dépôts sauvages, d'occupation illégale de terrains qui ont détérioré ces milieux. Donc pour nous aujourd'hui, au titre de l'approche de la compensation environnementale, ces secteurs représentent un intérêt dans le sens où du coup il y a un vrai investissement d'un point de vue de la reconquête de la biodiversité réalisé par ayant été différentes solutions n'est pas rapidement à mentionner. C'est la slide suivante. C'est un peu haché.
Vous avez un problème de son. On vous entend plus, on vous voit très mal. Madame Barbara? Alors, elle est partie. Elle va revenir tout de suite. Petit problème de connexion technique pour elle, je pense. Oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller aux participants suivants, quitte à ce qu'elle complète après quand elle pourra revenir? Peut-être. Est-ce que Je Monsieur pense, Darmet, hein. vous voulez prendre la parole? Et puis, quand elle reviendra, elle continuera. Absolument. Allez-y. Elle finira après. On y va. Elle finira après. Alors, mais merci à Oui. toutes et à tous. Ah ben voilà, super. Vous avez vu. Je suis de retour. Je crois que j'ai eu un gros problème de connexion Internet. Vous m'entendez bien correctement à nouveau? J'espère que ça ne va pas couper. C'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok. Bon, désolée pour ces aléas du direct. Donc oui, alors donc j'évoquais, je ne sais pas si ce que vous avez entendu sur la fin de ma présentation, mais donc cette capacité de potentiel du coup de recolonisation écologique sur des sites pollués, dégradés par le passé. Aujourd'hui, dans le cadre de cette approche sur le zéro artificialisation préalablement imperméabilisé, sur lequel on va être vraiment sur une reconquête complète des sols et de la biodiversité. Néanmoins, cette reconquête va être limitée par un certain nombre de facteurs. Dans le sens où il va falloir un certain nombre d'années pour que la dynamique de sol, la dynamique écologique et biologique puisse se mettre en place. Et puis, il y a également un enjeu important pour les attendus d'équivalence écologique de connexion de ces sites sur lesquels on va restaurer la biodiversité avec d'autres sites naturels pour permettre la connectivité et la capacité de colonisation des espèces, puisque plus vous allez avoir un site qui va être enclavé, plus cette capacité de résilience et de développement de la biodiversité reste limitée. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est des sujets qui ont été abordés sur des précédents séminaires. Il y a différentes études qui ont été sorties en bilan sur les questions de la compensation environnementale aujourd'hui, qui est assez décriée et critiquée dans sa mise en œuvre. Effectivement, il y a un certain nombre de compensations qui ont été mises en place depuis de nombreuses années, qui ne sont pas forcément optimales et efficaces. Ça repose essentiellement aussi sur le diagnostic posé initial sur le site de compensation. La critique aujourd'hui qui a pu être formulée, notamment au travers de l'étude du MNHN, est que la majorité des sites de compensation sont aujourd'hui mis en place sur des sites jugés naturels. Alors justement, je vous ai mis du coup sur le dernier visuel un visuel qu'on peut mettre en comparaison, enfin en distorsion avec le visuel précédent. Donc là, on pourrait dire on est sur un site naturel. Néanmoins, on est là sur une peuplerie et d'un point de vue
diversité biologique, fonctionnalité, puisque souvent ces peupleraies sont implantées sur des zones humides, on est loin d'être sur un optimum écologique. Donc en soi, je voulais aussi nuancer les propos aujourd'hui, dans le sens où il y a effectivement une opportunité d'agir et d'améliorer l'efficacité de la compensation écologique, notamment pour se rapprocher de l'objectif du zéro artificialisation nette et de venir compenser cette perte de sol. Néanmoins, la spécificité aussi en droit français sur la mise en œuvre de la compensation environnementale, c'est le principe d'équivalence écologique. Et ce principe d'équivalence écologique, eh bien, dans un certain nombre de cas, par rapport à la temporalité dans laquelle on met en place la compensation environnementale, eh bien, elle ne sera pas forcément efficace si on oriente tout sur des sites qui sont historiquement très dégradés. On aura des potentiels en fait de recolonisation de la biodiversité et développement de la biodiversité beaucoup plus importants en partant d'espaces qui sont on va dire semi-naturel, sur lequel il y a quand même eu un usage d'exploitation ou de non-gestion qui a conduit à ce que la biodiversité ne soit pas en expression optimale. Et tout du moins, voilà, qui peut aussi, dans un certain nombre de cas, par exemple, ce qu'on constate aussi sur de nombreuses berges le long de nos cours d'eau en France, c'est qu'on a de plus en plus d'espèces invasives qui, du coup, faute de capacité d'intervention sur ces espaces-là, de moyens bien souvent des gestionnaires, eh bien, on a des espaces normalement à fort potentiel écologique qui sont en complète déprise liées à des pressions à la fois anthropiques, mais également d'espèces exotiques envahissantes ou de d'autres facteurs. Donc, il y a bien un enjeu aujourd'hui à ne pas voilà, à pas fustiger complètement la compensation environnementale sur l'investissement sur des sites naturels, mais bien à améliorer cette complémentarité et avoir une vraie synergie d'action entre de l'action sur des sites dégradés et de la restauration écologique aussi sur des sites naturels délaissés. Voilà, on pourra revenir, voilà, si vous avez d'autres questions plus en détail sur ces sujets dans le temps d'échange. Je vous remercie. Merci, Madame Barbara. Monsieur Darmez, c'est à vous? Alors voilà, merci de me donner la parole et merci au cabinet Hugues-Lepage et à Maître Janel en particulier de nous avoir invités. Je reprends les propos de Camille Barbara. Alors, mon intervention va être un petit peu différente. Nous allons aborder notamment un sujet qui est celui de la nature en ville, de la place de la biodiversité en ville. On peut se dire que c'est quelque chose d'assez anecdotique et en décalage avec les enjeux de foncier qui ont été évoqués. Et vous allez le voir en conclusion, je pense qu'au contraire, c'est un enjeu assez majeur pour pouvoir éviter la consommation de sol dans la séquence éviter, réduire, compenser, et aussi majoritairement sensibiliser et faire vivre ce que l'on appelle des expériences de nature, qui est un préalable indispensable à l'action environnementale individuelle et collective. Alors voilà, merci Monsieur Gérier d'afficher à l'écran le petit document. Alors simplement quelques chiffres en ouverture pour rappeler le contexte que tout le monde connaît. Si on peut passer à la première diapositive. On a des effets qui plaident en milieu urbain pour une reconquête de la nature. Si vous prenez la partie gauche de cette diapositive, vous avez effectivement les projections climatiques qui nous indiquent à Paris une hausse des températures très significative. On l'a déjà vécu 2 canicules consécutives qui n'ont pas excédé 2 à 3 jours chacune, ce qui est extrêmement peu par rapport aux projections des experts du GIEC. Et on voit, même si ça n'est absolument pas la panacée, il faut considérer les flux d'air, les formes architecturales, la nature des revêtements et leur albédo, que la nature, la végétalisation, mais aussi la présence d'eau, a un impact significatif sur la réduction de ce que l'on appelle l'îlot de chaleur, et donc un enjeu au-delà de la désirabilité, c'est un mot qui accroche, des villes,
de leur vivabilité. Il convient d'abord que les villes soient encore vivables et donc la présence parmi d'autres instruments de plus de nature et des services qu'elle peut rendre aux citoyens est assez indispensable. Par ailleurs, il y a un sujet qui est très important, qui est celui de l'agriculture. J'y viendrai après avec un exemple. Quelques chiffres qui sont issus de la mission Résilience de la Ville de Paris. Donc, ce sont des chiffres que l'on peut tout à fait trouver librement. Effectivement, 1845, encore 1400 hectares intramuros. Et pour la mandature 2020, on nous annonçait une création d'espaces dits d'agriculture urbaine de l'ordre de 30 hectares. Il est bien évident que l'évolution de la ville et la nature de ces derniers espaces dont on parle est sans nulle comparaison avec le quartier du Marais, qui était un espace de maraîchage. Et puis, on peut penser à Zola, dans Le Ventre de Paris, où le héros, rentrant du bagne, suit le trajet dans la carriole d'une maraîchère qui, elle, était implantée, si je ne m'abuse, à Nanterre et arrive jusqu'au Ventre de Paris, le carreau des Halles, notre ancien Rungis. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention aux lectures anti-historiques puisque, évidemment, il ne s'agit pas de vouloir à nouveau reconquérir ou, comme on l'entend beaucoup, remettre la nature en ville. Ce sont, pour le cas de Paris par exemple, deux villes complètement différentes avec une évolution historique qui justifie tout à fait cet état et il serait totalement utopique de vouloir peindre en vert des façades et des toits. Le coût environnemental et le coût économique et donc son acceptabilité sociale, c'est-à-dire des produits qui seraient générés, serait tout à fait inacceptable. En dessous, vous avez un petit indicateur qui est intéressant sur la géographie et qui va vous donc faire le lien avec la consommation de foncier. C'est notre capacité sur le territoire à produire les éléments que nous consommons. On le voit très bien, l'urbanisation qui a été réalisée depuis la fin du 19e a repoussé cette ceinture maraîchère de petite couronne de Paris très loin, puisque dès que l'on sort de la zone urbanisée, nous sommes sur ce qu'il est communément appelé un front céréalier. Et on voit ici que nous produisons 200% de nos besoins en consommation de céréales, alors même que nous ne produisons qu'1% de la viande, 1,5% du lait, et pour prendre un sujet très tendance, moins de 10% des fruits et légumes, et ce, à l'échelle de la région Île-de-France cette fois-ci. Donc on le voit bien, le territoire s'est développé et s'est urbanisé au détriment de certaines formes d'agriculture. Alors sur la reconquête des sols, un exemple que je ne vais pas détailler beaucoup, mais qui est assez explicite, si on peut passer à la diapo suivante, alors vous allez avoir un petit îlot de fraîcheur, ça c'est simplement pour nous rafraîchir, même si aujourd'hui les températures ne sont pas caniculaires. On peut passer à la diapo d'après, s'il vous plaît, où on voit en fait notre vision de cette agriculture, où effectivement on a une zone rurale qui pourrait accueillir plus de maraîchage et d'arboriculture. L'arboriculture, notamment dans les Yvelines et dans le Val d'Oise, était extrêmement développée, la culture de pommiers notamment, qui pourrait revenir assez aisément pour retourner en fait certains fonciers. Et puis, ce qu'on a nommé FPU, l'apparition de fermes périurbaines et les cœurs de métropole, les centres-villes pourraient, eux, être habités de fermes urbaines qui auraient à la fois une fonction démonstrative, pédagogique, mais pourraient aussi jouer le rôle de hub qui permettrait de déconcentrer en fait le regroupement des produits à travers différents îlots et pas uniquement au sein d'un mine dont l'importance reste forte. Et donc, diapo suivante, vous avez un exemple d'une décharge, une ancienne décharge de matériaux de classe 3. Alors, je n'ai pas pris le temps de mettre le plan masse, mais vous êtes dans un ancien délaissé à Saint-Cyr-l'École. Vous prenez la perspective du Grand Canal. Au bout du parc du Château de Versailles, vous entrez dans une zone assez particulière d'un point de vue urbanistique, et notamment ce qui était l'ancienne allée royale qui faisait
200 mètres de large, est aujourd'hui un petit sentier qui est amené à reprendre un visage plus paisible et permettre la promenade et notamment accueillir des épreuves dans le cadre des Jeux Olympiques. Et vous arrivez assez rapidement, au bout d'1 kilomètre, à un croisement avec l'autoroute A12. Et à l'époque, un déblai remblai avait été installé là, donc une grande butte, décharge de matériaux classe 3, une friche. Et donc, ce qui est intéressant dans ce site que les fermes de Galie ont acquis auprès de la mairie de Saint-Cyr et qui a été travaillé avec un collectif, ça fait le lien avec la diapo d'après, qui est l'association Cibi, le vivant et la ville, et notamment des experts en analyse des sols et de l'eau, c'est que ce site-là est un démonstrateur d'un retournement foncier. Les espèces emblématiques et les espaces qui sont en bord de rue, le rue de Galie, la petite rivière, ont été préservés et le sol qui était pollué a été marné, c'est-à-dire qu'avec un minéral, la marne, il a été rendu étanche. L'ensemble des eaux de ruissellement sont récupérées et permettent d'alimenter des cultures en hors-sol. Et donc, on produit sur ce site des petits fruits qui sont vendus en circuit court auprès de chefs, auprès de grossistes également, mais aussi dans une activité de l'entreprise qui est celle de la livraison de paniers de fruits dans les bureaux et notamment dans les bureaux parisiens. Eh bien, en saison, les fraises et les framboises viennent de ce site. Et c'est un site qui, comme d'autres, a plusieurs entrées et plusieurs activités. Il abrite notamment une centaine de jardins à louer, donc une forme de jardin partagé privé qui sont occupés à quasiment 100%. On a déjà réalisé une extension. Et puis, enfin, un troisième pôle qui est un espace pédagogique où on présente l'ensemble des possibilités d'agriculture urbaine pour montrer que, en fait, la viabilité d'un site comme celui-ci qui fait un peu moins de 4 hectares, elle est d'une part liée au temps long. Le modèle économique n'est pas instantané comme on peut bien vouloir le dire très souvent. Il est lié à la proximité d'acteurs agricoles, en l'occurrence de la ferme de Galie, qui est toute proche et qui permet à l'exploitant que nous sommes et aux équipes qui sont sur place de vivre en échange technique et social avec d'autres confrères. Et puis, enfin, la diversité des activités permet à terme d'asseoir un modèle économique le plus viable, en tous les cas à l'équilibre. Voilà pour un exemple de reconquête de sol qui peut montrer un retournement de quelque chose qui était plutôt un délaissé et qui aujourd'hui est fréquenté tous les week-ends par les jardiniers amateurs qui admirent un panorama, mais subissent aussi le bruit des allers-retours de l'autoroute A12 qui est toute proche. Ça fait le lien avec le sujet d'après, avec l'association Cibi. Donc, vous avez sans doute pu lire sur la présentation ce dont il s'agit. L'objet, c'est de promouvoir la biodiversité urbaine et en particulier le lien entre les citoyens et la nature sous toutes ses formes. Évidemment, il s'agit d'un ensemble en milieu urbain d'artefacts. Bien souvent, une nature qui peut être cultivée, une nature qui peut être spontanée. Certains experts ont tendance à opposer les deux. Moi, je serais plutôt dans une vision assez constructive et globale, et à la fois à l'échelle de l'îlot bâti, donc le plus petit dénominateur commun, jusqu'à celle des quartiers. Et puis, c'est également un outil pour rassembler les associations de protection de la nature, les cabinets de conseil en écologie urbaine, les paysagistes concepteurs et les architectes, les entreprises d'espaces verts, avec tout cet écosystème-là, avec celui des constructeurs, des promoteurs, des professionnels de l'immobilier en général et des collectivités. Et donc, qu'est-ce que nous avons bâti comme outil, non pas juridique, mais de démarche volontaire? Nous avons créé un label qui s'appelle Biodiversity. On doit le voir sur la diapo suivante, si je n'ai pas oublié, voilà, le cours de la présentation. L'objectif, c'est de faire la passerelle entre les maîtres d'ouvrage que je viens de citer, ceux qui font la ville, et les experts, et de rendre intelligibles de tous les dernières connaissances scientifiques et les dernières innovations techniques, des premiers en particulier, et de favoriser l'échange de bonnes pratiques. Et pour aider l'ensemble des acteurs à parler un langage commun et à faire en sorte de développer ce que certains appellent, c'est pour moi un néologisme, mais il faut éviter de les multiplier,
J'ai déjà cité végétalisation tout à l'heure, agriculture urbaine. On va en faire un troisième, la biodiversité positive. Donc, je mets des grands guillemets que vous devez voir à l'écran. En tous les cas, de dire, dans des milieux très denses, où le potentiel écologique, c'est-à-dire la capacité d'accueil du vivant et sa présence réelle est relativement limitée, eh bien de faire en sorte que lorsqu'il y a un projet de rénovation d'un immeuble ou de construction neuve en lieu et place d'un espace précédemment urbanisé, eh bien cet espace fasse mieux que le précédent en accueillant à la livraison plus de vivants, mais aussi en favorisant l'accueil en continuité des espaces adjacents. Et donc, c'est un label, on peut le voir, diapositive suivante, qui, donc l'association compte 80 membres, répartis dans différents collèges qui sont représentatifs des différents métiers. Et puis, c'est aussi un nouveau métier qui a été développé, puisqu'aujourd'hui, c'est le même chiffre, mais ça aurait pu être différent. Il y a 80 assesseurs, c'est-à-dire 80 personnalités qui ont été formées et qui sont accréditées par l'association pour délivrer le label. Et donc, ce label, c'est, si on le voit, diapositive suivante, plus de 200 critères qui sont mesurés, regroupés en 4 axes. Et donc, le sujet n'est pas de dire un projet est biodiversité ou ne l'est pas, mais on a 2 axes qui sont dévolus à la vision et au management de projet, la vision du maître d'ouvrage et la manière dont le maître d'œuvre, l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'architecte, le paysage concepteur, l'éclairagiste, qui est un sujet très important aussi, ont challenger, on va dire, la commande du maître d'ouvrage. Et puis, vous avez ensuite le hérisson, c'est ce fameux potentiel écologique, on pourra y revenir dans les questions. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, le sourire, ce sont les usages. Puisque quand on parle de biodiversité urbaine, prétendre sauver la nature serait absolument présomptueux. Et là, on fait, encore un anglicisme, un greenwashing total. En revanche, sanctuariser un espace pour maximiser sa fonctionnalité écologique, alors même que dans l'îlot bâti qui le supporte, par exemple, si on parle d'un toit, il y a 500 habitants, collaborateurs d'entreprises, consommateurs d'un commerce, et qu'ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe, l'objectif pédagogique n'est absolument pas rempli. Et la balance entre ce potentiel écologique qui sera de toute façon limité, puisqu'on est dans une zone très anthropisée, et les usages, sera au fond assez négatif. Donc, on a ce qu'on appelle un parti pris du projet qui permet de rendre objectif une ambition forte pour la biodiversité, mais aussi en lien avec les humains qui y vivent. Et si on passe sur les diapositives suivantes, vous le voyez avec quelques images, d'abord de projets. Donc, vous avez en haut à gauche un projet d'immobilier tertiaire, à droite à Toulouse, une résidence d'habitat social. À gauche, en bas à gauche, je vous ai mis une coupe d'un aménagement pour montrer que ça permet d'aller précisément dans le détail des dispositions techniques qui sont prises. Et puis à droite, vous avez un siège social, c'est celui d'Eiffage à Vélizy-Villacoublay, et qui a fait, dans sa création il y a maintenant un peu plus de 5 ans, une révolution en intégrant plus de biodiversité locale, ce qui n'est pas chose aisée si l'on n'implique pas les usagers, en l'occurrence les collaborateurs de l'entreprise, qui ne sont absolument pas habitués à voir, entre guillemets, du désordre. Et l'architecture signée Jean-Michel Villemotte est plutôt rigoureuse. Et donc, il a fallu trouver une balance entre le dessin du paysagiste, les aspirations d'accueil de la biodiversité portées par le maître d'ouvrage, Pierre Berger à l'époque, et puis eh bien, la capacité des usagers à s'inscrire dans ce changement-là. Et puis, vous le voyez après, quelques actions de sensibilisation dans la diapo 11 de l'association qui, voilà, par événement, par tribune et par un certain nombre de mobilisations, permet aux uns et aux autres de se mobiliser sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que c'est complètement exotique dans un webinaire comme aujourd'hui de parler de ce sujet-là? Quelques mots au regard de la crise que nous vivons. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, ça va être la diapo 12. Tirer des conclusions hâtives serait sans doute assez compliqué. En revanche, il y a plusieurs signaux qui sont quand même importants à considérer. Entre le 13 et le 20 mars, c'est issu des extrapolations de l'opérateur mobile Orange, on estime que 17%, c'est-à-dire près de 20% des franciliens, en tous les cas des habitants, pour être très précis, de la métropole du Grand Paris, l'ont quitté, soit pour leur résidence secondaire, soit pour des proches,
en tous les cas en zone périurbaine ou rurale. Et lorsqu'on interroge, il y a une enquête de Lyon 3, un labo de géographie menée auprès de 13 000 personnes qui vient de paraître, il y avait un article dans Le Monde hier, je vous invite à le lire. Quand on interroge les gens qui ont vécu ce confinement sur la manière dont ils voudraient la suite, il y a très clairement un désir de plus de nature. La densité qui a fait ses preuves en matière de résilience sur tout un tas de sujets, ça c'est notre conviction, elle n'est supportable que si elle s'accompagne d'un accès facilité à des espaces ouverts de qualité. On a vu la difficulté dans un certain nombre de quartiers à faire respecter le confinement et ça dépasse même les couches sociales puisqu'on voit avec le succès des terrasses, à leur réouverture, ce ne sont pas forcément des classes populaires. Mais lorsqu'on est dans une ville dense, on vit beaucoup dans l'espace public. Et je pense à Paris, mais il y a aussi beaucoup d'autres métropoles en France qui vivent ce phénomène. Donc l'accès à des espaces ouverts de proximité est assez essentiel. Et j'irai un peu plus loin, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de distorsion très fort? On l'a vu avec la généralisation, en tous les cas pendant un temps, du télétravail. D'une part, d'une distorsion sociale, puisque on l'a vu, certains baptisés col bleu n'ont pas la possibilité de faire ce télétravail, versus les cols blancs qui en ont la possibilité. Donc là, il y a une différence. Et dans certaines organisations, on voit aujourd'hui avec le déconfinement les limites d'organisation à deux vitesses, puisque certains qui ne sont pas là se sentent isolés. Et est-ce qu'on n'a pas, sur le sujet du foncier, si on regarde, et peut-être que c'est très conjoncturel, les enquêtes d'un certain nombre d'agents immobiliers qui montrent un intérêt pour des résidences situées à peu près au maximum 1 heure de distance, en tous les cas de temps de trajet du cœur de métropole, d'avoir un renchérissement de ces zones-là qui abritaient des populations qui étaient prêtes à faire des trajets pour aller au travail contre une compensation qui est un accès facilité à un foncier un petit peu plus conséquent. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un risque qui serait en totale contradiction avec la limitation de l'artificialisation et donc le redéveloppement de ce rêve de la maison individuelle avec la voiture qui va avec, son impact carbone et son impact sur la biodiversité. Donc ce sujet qui peut sembler anodin de la nature en ville, qui est très souvent tarte à la crème et gadget, est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que s'il continue à être un faire-valoir uniquement pour faire passer des opérations qui ne seraient pas forcément très vertueuses, ça c'est ce que certains cyniques peuvent identifier et objectivement ça peut arriver, il est évident que ce sujet ne restera pas dans les annales de l'histoire comme étant le nouvel urbanisme vert comme il y a eu Alphand au temps d'Haussmann. En revanche, si on considère la globalité du sujet et qu'on voit bien à l'échelle des métropoles les interdépendances qu'il y a entre préserver et éviter de consommer du foncier, reconquérir par différents dispositifs que vous maîtrisez beaucoup mieux que nous, des friches ou des délaissés industriels, militaires, demain des déprises probablement commerciales, les grands centres commerciaux et les enseignes qui disposent de grands navires s'interrogent et même agissent déjà pour fermer certains rayons et réallouer leur foncier à d'autres utilisations. Donc là, il y a une opportunité d'en faire quelque chose. Et si enfin on considère en ville, à la fois à l'échelle de l'îlot bâti, mais aussi de ce que certains appellent des communs, que ce soit des maîtres d'ouvrage privés ou publics, puisque la biodiversité fait fi des limites administratives et le citoyen aussi, peut-être qu'on on a une perspective d'avoir quelque chose qui, au-delà des poncifs, devient un vrai outil au service de la préservation de la biodiversité. Pardon, j'ai sans doute été trop long. Merci pour votre attention. Merci, merci Pierre, c'était très intéressant. Bon, je crois que ce qu'on voit là, c'est que limiter les atteintes à la biodiversité et l'artificialisation des sols, c'est une question de temps, prendre le temps de la réflexion et aussi une question d'implication de tous les acteurs et notamment des citoyens, de ceux qui vivent la biodiversité. Il y a eu quelques questions qui ont été posées. Je vous propose d'y passer tout de suite très rapidement et on va être assez bref parce qu'on a effectivement déjà passé 1 heure ensemble. Alors,
une des questions c'est adressée à M. Darmet, c'est est-ce que vous avez le soutien des collectivités territoriales pour porter des projets? Alors, les projets, en fait, l'association, elle a 2 membres collectivités territoriales, la ville de Paris et Versailles Grand Parc. C'est un début. Nous nous sommes d'abord attachés dans cette association qui est relativement récente et avec des moyens limités à aller chercher ceux qui étaient les moins impliqués, entre guillemets, dans le sujet et qui l'ont très clairement indiqué, qui étaient les professionnels de l'immobilier et de la construction, qui sont en lien direct avec les collectivités. Les collectivités avaient déjà mis en œuvre, en tous les cas pour la gestion de la nature en ville et des espaces verts, des choses comme la gestion différenciée, et ça date d'il y a plus de 30 ans. Donc, nous sommes d'abord attachés à relier des compétences qui étaient aux antipodes. Mais effectivement, les collectivités territoriales sont très bienveillantes à l'égard de ces démarches et il faudrait, donc s'il y en a parmi vous, que d'autres collectivités puissent nous rejoindre pour soutenir l'association. Quant aux projets, et les projets, un label, c'est une marque de bonne volonté et les collectivités peuvent l'utiliser sur un foncier donné pour discriminer différentes candidatures. Donc, il y a à la fois un rassemblement et un outil. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Si, merci. Madame Lepage, vous voulez… On ne vous entend pas. Je me faisais simplement réapparaître pour être prête lorsque vous concluriez. C'est tout, mais vous pouvez continuer un peu les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Oui, il y en a pas mal. Alors, il y en a une pour Madame Barbara aussi. Quel est le projet qui fut décidé pour le site de Chanteloup que vous avez montré en image? Oui, alors c'est actuellement un site en étude, justement. C'est donc en partenariat avec le département des Yvelines qui s'est investi du coup sur le traitement de cette problématique de présence de déchets et l'objectif de redévelopper un projet de présence de nature. Là, actuellement, on est en phase de diagnostic. Le département a enclenché les premières démarches d'enlèvement des déchets. Et donc, en parallèle, il y a un enjeu de maîtrise foncière pour pouvoir permettre de conduire sur l'ensemble de ces plus de 300 hectares un projet de revalorisation écologique. C'est bon, j'ai terminé. Merci. J'ai une question pour monsieur Vesseron et un peu moi aussi. Monsieur Vesseron qui était ancien directeur de la direction des risques au ministère. On nous pose la question de comment évoluer la portée de l'instruction de juillet 2019 qui porte sur l'objectif zéro artificialisation future des sols. On me demande s'il y en a des chiffres et des exemples concrets. Je n'ai pas de chiffres et d'exemples concrets, mais juste sur peut-être si vous voulez répondre et puis je compléterai éventuellement, monsieur Vesseron, sur la portée de l'instruction. Alors, sur la portée de l'instruction, donc c'est un texte qui n'a pas de valeur juridique, pas de valeur normative. Ça incite les préfets à surveiller, à contrôler ce que font les collectivités et à les faire avancer vers la zéro artificialisation nette des sols. Mais en soi, ça n'a pas de force juridique. La seule chose qu'on pourrait envisager, c'est de saisir le préfet si sur place, on constate que un projet de collectivité, un plan local d'urbanisme, par exemple, ne va à l'encontre de cet objectif zéro artificialisation des sols, saisir le préfet pour qu'il fasse usage de son pouvoir de contrôle. Donc, voilà comment ça pourrait avoir une portée. Sinon, ça reste des objectifs. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Et puis, peut-être une dernière. Alors, c'est pour Monsieur Darmet. Quel est le coût de projet de restauration biologique réalisé par les jardins de Galie, si c'est possible? Alors, restauration biologique, je n'aurais pas cette prétention-là. Les coûts sont effectivement très variables. Le sujet, en fait, c'est d'avoir une étude préalable, et nous, on a une entité qui s'appelle le Bureau d'études de Galie qui permet d'aider les maîtres d'ouvrage à voir quelle dimension entre le paysage, la dimension comestible, voire productive agricole, et l'ambition de biodiversité, on peut dessiner. Ensuite, la restauration écologique en tant que telle, je pense qu'il y a des professionnels qui sont beaucoup plus dédiés à ce sujet-là. Nous, on est plutôt dans une démarche d'apporter du plus
dans les organisations et dans les espaces urbains. Et on met toujours en avant un sujet simple, c'est que le coût d'investissement de ces espaces-là est à mettre en comparaison avec les gains de productivité lorsqu'il s'agit d'espaces de travail, en tous les cas avec les coûts évités qui, eux, sont assez importants d'un point de vue social et environnemental. Une dernière chose qui est importante, c'est lorsqu'on parle d'espaces urbains ou périurbains, il y a toujours une gestion. Je pense que même si on l'a vu avec le confinement, certains ont parlé d'un déconfinement de la nature, une prairie qui est un milieu écologique le plus diversifié, lorsqu'elle n'a pas de perturbation ne veut pas dire dérangement, mais de perturbation écologique, elle se referme et elle devient une forêt. Donc, il faut bien avoir une chose en tête, c'est que moins de gestion ou moins d'entretien ne veut pas dire pas de gestion et pas d'entretien. Et ça, c'est un sujet extrêmement important qui est aussi vecteur d'emploi. Dans une période où on va vivre une tension très très forte sur ce sujet-là, je pense que c'est à signaler. Le CESE a plusieurs reprises émis des rapports sur le sujet montrant les emplois de la biodiversité, même en ville. Et ces métiers-là, que nous et un certain nombre de nos confrères incarnons, de jardiniers, vont à la fois avoir un rôle technique, mais aussi un rôle pédagogique. Parce que faire accepter ou donner à connaître le chant des oiseaux, la nature des espèces qui sont là et pourquoi est-ce qu'on ne les détruit plus à tout crin comme c'était le cas auparavant, ça nécessite une pédagogie. Moi, je pense que c'est un sujet qui est transversal, qu'il soit pour les entreprises privées, mais aussi pour les régies d'espaces verts. Ça peut même donner des idées sur les sujets d'incivilité en matière de propreté. Le plus on fait de médiation, le plus on met en avant ces métiers de col bleu qui font la gestion de ces espaces, le plus on aura un respect et on progressera dans ces fameuses expériences de nature. Merci. Peut-être Madame Lepage, si vous voulez conclure maintenant. Un tout petit mot de conclusion. D'abord, pour vous remercier tous les trois pour la qualité de vos propos. C'était vraiment très intéressant et surtout, je dirais, très concret. On n'était pas dans la théorie, on était dans la pratique et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet. Donc, un grand merci à vous tous. Merci à nos participants et aux questions qu'ils ont bien voulu poser. Ce webinaire sera visible sur notre chaîne YouTube très rapidement. Nous vous enverrons les liens de manière à ce que vous puissiez les envoyer à ceux auxquels vous souhaiteriez les envoyer, à la fois participants et intervenants. Nous utiliserons l'été pour mettre en commun tous ces webinaires que se sont tenus depuis le début du mois de mars et qui sont extrêmement enrichissants avec des personnalités brillantes comme ce matin et qui sont très inspirants. Enfin, je vous remercie de bien vouloir, si vous en avez le temps, nous remplir le questionnaire de satisfaction qui nous permet de nous améliorer, ce qui est toujours nécessaire. Et je vous invite à notre prochain webinaire, le 24, qui traitera d'un sujet très différent puisque c'est l'adaptation du management au nouveau monde avec les entreprises à mission et les entreprises libérées. Nous aurons trois intervenants de qualité, dont Laurence Méhaignerie, qui est cofondatrice de la communauté des entreprises à mission. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore beaucoup. Le signe qui va bien par les temps qui courent et à très vite aux uns et aux autres. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.